Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis si content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans quelques heures à peine, l'Euro va donner son coup d'envoi, c'est un moment que j'attends depuis quasiment 1 an et demi maintenant. Le début de retour c'était aux alentours de janvier-février 2020. On y est enfin, le simple fait de prononcer ces mots me donne quelques frissons, je suis quasiment euphorique. Équipé en conséquence, on a refait le décor en arrière-plan aussi, on sera bien accompagné sur cet Euro par Ruud van Nistelrooy, Luka Modric, Christian Eriksen, Pavel Nedved, entre autres. Donc voilà, ravi de vous retrouver, et pour fêter ça, je me suis dit qu'on pouvait se faire un petit tour d'horizon d'une dizaine de nations à peu près dans le cadre de 4 catégories. L'équipe surprise, la déception, l'outsider et le vainqueur. Pour chaque catégorie, je vous propose 3 candidats, sauf pour la dernière où il y en a 5. Mais 3 candidats et à la fin j'en choisis un ou une. On démarre tout de suite du coup avec l'équipe surprise. J'ai réfléchi à l'Écosse d'abord, je me suis dit qu'il n'y avait pas un mauvais réservoir de talent, c'est ce qu'on avait évoqué un peu dans l'épisode de retour. Pas un mauvais réservoir de talent pour cette Écosse en tout cas, et qui devrait leur permettre d'être assez solides sur le plan défensif. Quand on réfléchit peut-être au top 3 des meilleurs joueurs de cette sélection, on mettrait peut-être 3 des 5 défenseurs sur cette ligne de 5, Andy Robertson, Kieran Tierney, Scott McTominay qui recule d'un cran en sélection. Donc voilà, potentiellement assez solide. Devant eux, c'est pas ultra talentueux, mais il y a une petite diversité de profils entre par exemple John Fleck et John McGinn, c'est assez différent, les projections de John McGinn peuvent apporter. Il y a aussi du 109 qui arrive avec Billy Gilmour, David Turnbull, ça c'est des choses qu'on espérait voir à l'époque dans l'épisode de retour, ils seront là, donc ça peut être assez intéressant à suivre. Steve Clarke, pas un mauvais tacticien, sans doute en capacité d'aller gratter via quelques ajustements micro-tactiques, d'aller gratter des points contre la République tchèque, contre la Croatie. L'Angleterre, ça va être un derby, en tout cas un match à forte rivalité qui sera super intéressant à suivre aussi. Donc juste ça rend l'Écosse assez séduisante. Maintenant, ce qui m'empêche de les voir un peu plus haut, c'est leur manque de punch offensif. Je pense qu'à partir du moment où on est sur la zone offensive, sur le dernier tiers, je suis pas totalement convaincu par le réservoir. Je pense que c'est pas une nation qui marquera beaucoup de buts sur cet Euro. Alors il y a eu un bon nul contre les Pays-Bas il y a quelques semaines, 2 partout, ça donne un peu de baume au cœur. Ils vont jouer aussi 2 matchs à Hampden Park, contre la Croatie et la République tchèque. J'ai hâte de les voir contre l'Angleterre, eux espéreront prendre des points dès leur match d'ouverture contre la République tchèque. Mais voilà, peut-être un petit peu trop léger devant pour en faire ma surprise absolue, ça reste un des petits poussettes de ce tournoi. Et s'ils sortent des phases de groupe, ce sera déjà un événement énorme du côté de l'Écosse. Donc voilà pour l'Écosse. Ensuite je voulais parler très vite de la République tchèque, on l'avait évoqué, mais un beau milieu, un beau tandem au milieu entre Alex Kral et Tomáš Souček. Ils sont pas de nature à fermer les rencontres aussi, donc vont sans doute les rendre assez spectaculaires, que ce soit via leur production offensive ou via les espaces qu'ils concèdent. Je pense que sur les certitudes collectives, ça fait pas partie des pires équipes. On l'avait mentionné dans l'épisode, on avait dit qu'en gros, ils font partie peut-être des rares nations présentes à cet Euro où la somme des parties est mieux que les individus en eux-mêmes, ou que le collectif est supérieur à la somme des parties, peut-être c'est mieux dit comme ça. Il y a quelque chose qui a été bien construit par le sélectionneur Silavi. Donc voilà, je me suis noté aussi de l'énergie des projections à l'image de Tomáš Souček, peut-être un petit peu plus de talent dans le dernier tiers aussi avec Patrick Schick. Si Patrick Schick a un bon tournoi, peut-être que ça pourrait porter la République tchèque au niveau des huitièmes de finale. Voilà pour la République tchèque. Maintenant ils ont perdu à 2 reprises contre l'Écosse récemment, il me semble que c'était en Ligue des Nations, donc forcément, à l'heure d'affronter l'Écosse dans ce groupe, ça pose question. Et c'est pas l'équipe que j'ai retenue pour être l'équipe surprise du tournoi. Pour moi, ce sera plutôt l'Ukraine. Alors l'Ukraine, un groupe assez abordable. Je les vois nettement supérieurs à la Macédoine du Nord. Je les vois globalement supérieurs à l'Autriche et peut-être même en capacité d'embêter des Pays-Bas qui sont assez peu garnis de certitude. Shevchenko a peaufiné 2 systèmes et plutôt bien reconnu comme étant un bon sélectionneur pour l'instant. Il a travaillé 2 systèmes, un contre les gros, un contre les petits, contre les gros plutôt une animation à 5 derrière, qui leur a permis d'obtenir des résultats contre l'Espagne en octobre qu'ils ont battu 1-0, un nul contre la France en mars aussi, qui a fait sensation, une belle salle des machines dans l'entrejeu peut-être, qui allie Taras Stepanenko à Alexander Zinchenko et Ruslan Malinovski, le sniper de l'Atalanta qu'on connaît bien, qui a très bien fini la saison aussi du côté de l'Atalanta, malgré un début un peu difficile, il termine avec 6 buts et 8 passes sur les 11 derniers matchs. Bonne saison aussi pour Yaremchuk qui va rentrer depuis l'aile gauche, Yarmolenko un peu moins, mais peut-être que sur un Euro il peut convoquer ses belles prestations du passé, Tsigankov que j'ai hâte de voir, Mikolenko, voilà, il y a quelques jeunes joueurs sympas à suivre, et cette Ukraine me semble être avancée tellement masquée, mais un 8ème de finale me semble très envisageable, et un quart pourquoi pas.
Donc voilà, des joueurs qui jouent pour quelque chose aussi. Peut-être, on l'a vu avec la polémique qui entoure leur nouveau maillot, où le Donbass et la Crimée est représenté. Il y a peut-être une forte sensation d'unité nationale chez les Ukrainiens. Disons que cette Ukraine qui me semble bien emmenée par son sélectionneur Shevchenko, qui me semble assez talentueuse et dont peu de monde parle, c'est peut-être le cocktail parfait pour une petite surprise. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi ici. La déception maintenant, là je voulais parler de la Croatie. Quand tu pars d'une finale de Coupe du Monde 2018, les attentes sont assez fortes, et pour l'instant la Croatie n'a pas vraiment rassuré. Alors sur les derniers résultats, une défaite contre la Belgique et contre la Slovénie, un nul contre l'Arménie, une toute petite victoire contre Chypre. C'est pas super rassurant. Globalement, on voit quand on regarde du côté de la Croatie, un groupe assez vieillissant qui risque d'avoir du mal d'être à la hauteur de sa Coupe du Monde. Pas le pire groupe, mais pas le meilleur. L'Angleterre, je pense qu'elle a de bonnes chances de finir première. Et comme on l'a évoqué, l'Écosse, la République tchèque peuvent peut-être aller gratter des points contre cette Croatie, peuvent l'embêter. C'est pas pour autant que je les vois sortir dès la phase de groupe. Il y a aussi beaucoup de qualité et de jeunes nouveaux joueurs. Vlasic, dont j'avais parlé dans l'épisode de retour, qui m'a tapé dans l'œil. Gvardiol, le jeune défenseur central qui a pré-signé à Leipzig en début de saison dernière, qui jouera à Leipzig la saison prochaine. J'espère le voir quelques minutes, peut-être à la place de Domagoj Vida, de Dejan Lovren, ce serait bien. Mais donc voilà, il y a plusieurs raisons quand même qui m'empêchent de mettre cette Croatie comme l'équipe déception numéro 1, mais à surveiller. Maintenant, la deuxième nation dont je voudrais parler ici, c'est l'Allemagne, parce qu'elle revient très régulièrement dans cette conversation. Forcément, il y a eu une défaite qui interroge contre la Macédoine du Nord il n'y a pas longtemps, 2-1. Et puis, il y a l'échec assez sonnant et qui reste dans les mémoires de la Coupe du Monde 2018. Quelque part, on a l'impression que ce changement de génération a du mal à se faire avec le départ qui sera peut-être trop tardif de Joachim Löw, en tout cas pour performer dès cet été. Un imbroglio autour du retour des cadres qui avaient été un temps exclus. Voilà, l'Allemagne, l'atmosphère qui entoure l'Allemagne m'a pas l'air top. Pour autant, j'ai du mal à les mettre comme l'équipe déception numéro 1 parce que quelque part ça reste l'Allemagne, et quand on voit d'où ils partent en fait, quelque part il faudrait qu'ils soient vraiment très mauvais pour décevoir. Je veux dire que l'idée qu'on en a aujourd'hui, c'est pas qu'ils vont faire finaliste ou demi-finaliste, donc peut-être que ça nuance un petit peu nos attentes. Et puis ça reste l'Allemagne, c'est-à-dire que ça reste une équipe avec un réservoir de talent assez extraordinaire quand on voit dans l'entrejeu Kroos, Gundogan, Kimmich, Goretzka, Neuhaus, et devant eux Müller, Havertz, Sané, Gnabry, Werner, Voland, même Jamal Musiala. Ok, collectivement, la meilleure formule n'a pas été trouvée, c'est un euphémisme de le dire, mais voilà, l'Allemagne, ça reste une équipe avec un potentiel assez extraordinaire. Individuellement, peut-être que ça pourrait suffire pour au moins se sortir de quelques embûches. Et puis, c'est aussi une nation qui jouera ses 3 matchs à l'Allianz Arena, qui peut-être en sortant de ce groupe aussi pourrait avoir un tableau un petit peu plus simple, ça dépend à quelle place elle sort. Mais donc voilà, c'est pas l'équipe que j'ai choisie pour mon équipe déception. L'équipe que j'ai choisie, alors ça me fait très très mal de la mettre ici parce que je l'avais évoqué dans l'épisode de retour, si la France ne remporte pas l'Euro, c'est l'équipe que je souhaite voir remporter l'Euro. J'adore cette nation, j'adore ses joueurs, mais malheureusement c'est la Belgique. Alors c'est pas nécessairement la manière dont je voyais les choses il y a quelques semaines, mais le fait qu'Hazard ne soit toujours pas revenu à un niveau correct, la blessure de Kevin De Bruyne, Witsel qui a été pris et qui vraisemblablement devrait manquer une bonne partie des matchs du tournoi, on estime peut-être que son retour devrait se faire autour du 3e match de groupe et encore pas sûr. Bah voilà, ça fait des trous assez significatifs sur les zones les plus importantes du terrain pour cette Belgique. Ça fait des leaders qui seront pas là. La défense assez vieillissante, on l'avait évoqué dans l'épisode, ça n'a pas changé, c'est pas super rassurant. Heureusement, il y a Courtois, mais il y aura sans doute quelques trous aussi. Alors le groupe est assez abordable, Russie, Finlande, Danemark, c'est pas le pire groupe qui existe, et même le 8e pourrait être assez bon, mais ça les ferait potentiellement accéder au quart sans avoir peut-être livré de vrais matchs références, sans s'être frotté à un gros morceau, et en quart, du coup dans cette configuration, c'est ultra théorique, mais ça pourrait être l'Italie, et peut-être que la raison principale pour laquelle j'inclus la Belgique dans cette catégorie, et la raison pour laquelle j'ai choisi la Belgique comme ma peut-être équipe déception, c'est très mal dit, mais c'est qu'en fait il y a beaucoup de parcours qui seraient décevants pour la Belgique. On arrive sur la fin de cette génération dorée, il y a quand même de très gros morceaux quand tu arrives à un tournoi international avec Kevin De Bruyne, avec Romelu Lukaku dans la forme dans laquelle il est, avec Eden Hazard, avec Thibaut Courtois, et ben en fait, à part un dernier carré, tous les parcours sont une déception. Si tu sors en quart de finale, c'est une déception. Si tu arrives au bout de cette génération dorée sans avoir remporté de titre international ou sans t'être offert une finale au moins,
je trouve que c'est une déception. Donc c'est peut-être surtout ça qui me fait inclure la Belgique dans la catégorie déception, c'est qu'à la fin je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'on dise que le parcours de la Belgique n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. Voilà, c'est pas ce que j'espère. Heureusement, si on se fie à mes pronostics récents, il y a très peu de chances que ça se matérialise. Et ça m'irait tout à fait. J'entretiens encore le rêve de voir Kevin De Bruyne remporter le Ballon d'Or un jour. Peut-être cette année avec un bel Euro. C'est tout le mal que je lui souhaite et que je souhaite à la Belgique. Mais voilà pour cette catégorie. Ensuite, mon outsider. Alors, la définition peut prêter un petit peu à confusion. C'est pas nécessairement une équipe qui est pour moi en capacité d'aller remporter l'Euro, mais on va dire qui peut viser le dernier carré. Et ce serait déjà une très belle performance pour ces nations qui sont peut-être un rang en dessous des gros favoris. Alors, vous allez comprendre avec ma sélection, la première nation, c'est le Danemark, qui a plutôt impressionné sur ses derniers matchs contre des adversaires calibre Euro. Par exemple, ils ont battu l'Angleterre, c'était en octobre dernier, la Suède 2-0 aussi quelques jours plus tard, l'Autriche en Autriche, c'était fin mars, et 0-4, et puis un autre nul en Allemagne début juin. Ils vont jouer des matchs de groupe à la maison, ils ont un groupe très abordable aussi, avec des matchs contre la Finlande, la Russie, on les voit se qualifier pour le prochain tour. Derrière, Christensen, super seconde partie de saison. De la profondeur derrière même ce duo Christensen-Kjær avec Vestergaard que j'aime beaucoup, avec Joachim Andersen qui a fait une bonne saison à Fulham. Sur les côtés, on a notamment Joachim Meile de l'Atalanta, côté gauche alors, pas côté droit comme en club, et latéral gauche plutôt que piston droit, mais Meile que j'aime bien, que j'avais envoyé à l'OM dans le cadre d'un mercato idéal il y a quelques étés. Il me semble que c'était ça, ou non c'était à l'OL que je l'avais envoyé, et ensuite l'OM avait pris cette piste. Enfin, vous avez compris. Dans l'entrejeu, bien sûr, c'est le secteur qui fait le plus parler pour le Danemark, Højbjerg, Eriksen, Delaney. Devant le duo qui est un petit peu plus léger, Braithwaite-Poulsen, 7 buts pour les deux cumulés en championnat cette saison. Donc c'est peut-être là que le bas blesse pour le Danemark, mais sinon il y a des jeunes à suivre de près, comme le petit Mikkel Damsgaard, 20 ans de la Samp, que j'espère voir au moins sur quelques matchs. Je les vois pourquoi pas aller titiller, aller chercher un quart, une demi, et rêver d'un grand parcours. La deuxième équipe dans ce rang, c'est les Pays-Bas, qui ont à la fois beaucoup de choses positives dans leur écosystème. Déjà, c'est leur grand retour sur une compétition internationale. Il y a un groupe, de ce que je vois ici et là, qui a l'air d'assez bien vivre, d'être enthousiaste. Beaucoup de jeunes joueurs aussi que le grand public pourrait découvrir. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis une belle base dans l'entrejeu de Young Wijnaldum, comme on en avait parlé dans l'épisode. Les deux sortent d'une saison très pleine. Je pense que les deux cumulés, c'est quasiment 8500 minutes, quelque chose comme ça. Ils vont jouer aussi leurs 3 matchs de groupe à la maison, c'est quand même important, et c'est contre la Macédoine du Nord, l'Autriche et l'Ukraine, un groupe qui est à sa portée. On espère les voir sortir à la première place. Maintenant, là où ça devient plus compliqué, pas de Van Dijk, et ça pèse, ça coûte très cher, ça pèse lourd. Niveau gardien, Silesen aussi a dû abandonner quelques minutes après que j'ai sorti l'épisode suite au Covid, donc il ne sera pas présent, et le poste de gardien aux Pays-Bas pose problème, pose question. Est-ce que ce sera Stekelenburg, Marco Bizot? Bon, c'est assez confus pour l'instant. Et bien sûr, le gros problème, c'est le management, en tout cas très décrié de Frank de Boer, qui n'a pas pour l'instant trouvé la recette, qui me semble avoir changé de système il y a quelques jours à peine. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Il y a des joueurs assez sympas, il y a des petites pépites, et il y a une base dans l'entrejeu sympa, mais franchement, c'est la grande inconnue pour les Pays-Bas sur cet Euro. Et ils sont aussi très vulnérables en transition défensive, c'est un point qu'on avait évoqué dans l'épisode. Ça pourrait leur faire mal, surtout si leur pressing à la perte n'est pas tout à fait bien calibré, avec Memphis Depay qui est peut-être pas le meilleur dans ce registre. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu plus dubitatif sur les Pays-Bas. Je les inclus parmi les outsiders, pas vraiment pour la victoire finale. Je pense qu'ils peuvent quand même faire un beau tournoi parce que ils partent de niveau attente, c'est assez faible au pays aussi, parce que leur groupe est assez sympa, assez abordable, mais ils ont ce gros malus, ils ont ce gros moins dans la colonne des moins, c'est le management de Frank de Boer, et le fait de ne pas avoir trouvé la recette idéale. Donc voilà pour les Pays-Bas. Et du coup, l'outsider que j'ai choisi ici, c'est la Turquie. Alors pour plein de raisons. Déjà, on a vu de très belles séquences sur leurs matchs de préparation. On se les était passés dans le cadre d'un live Twitch. Dans le jeu combiné de dernier tiers entre Çalhanoğlu, Yazıcı, Yilmaz, il y a beaucoup de qualité technique dans cette zone. C'est super sympa, un peu de percussion aussi. C'est une équipe qui va assez vite en transition, assez électrique. Vite avec ballon surtout, c'est la distinction conceptuelle qu'on avait faite, donc je reviens pas dessus. Et puis je m'étais noté aussi de la qualité derrière, à l'image du duo, la charnière Söyüncü Demiral, Dzeki Çelik aussi qui fait une bonne saison, le gardien Şakir de Trabzonspor qui est pisté par l'Inter et Tottenham. Même dans l'entrejeu, un cran plus haut, quand on pense à Yokuşlu, Tufan, Kaveshi, un groupe uni autour de son sélectionneur talismanique Şenol Güneş qui revient après, notamment cette belle campagne en 2002. Qui d'ailleurs rappelle le fait que, même si la Turquie a participé seulement à 3 tournois internationaux majeurs sur ce siècle,
au XXIe siècle. Sur les 3, il y a 2 accessions au dernier carré, il me semble que c'est la Coupe du Monde 2002 bien sûr et l'Euro 2008. Donc voilà, cette Turquie, on connaît sa grosse capacité mentale, sa grosse confiance, sa grosse conviction, la qualité sur transition offensive qu'on a évoquée, la qualité sur coup de pied arrêté aussi, offensif, on l'avait vu, plutôt bon sur les frappes depuis l'extérieur de la surface, voilà, ils ont un panel assez varié d'options offensives, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils n'ont pas non plus le pire programme. Pour moi, ils peuvent sortir de ce groupe à la 2e place. Il y aura petite bagarre avec la Suisse, qui est assez intéressante aussi, qu'on aurait pu évoquer. Mais petite bagarre avec la Suisse pour la 2e place. S'ils sortent 2e, ils joueraient le 2e du groupe B, peut-être le Danemark, ce qui serait un 8e assez excitant, mais où on voit pas nécessairement la Turquie en dessous, largement en dessous du Danemark, donc peut-être un quart, et à partir de là, qui sait. Ouais, je pense que cette Turquie peut faire un beau tournoi, et c'est la raison pour laquelle ils sont mon outsider. Je serais pas surpris en gros de les voir accéder au quart ou dans le dernier carré. Et donc enfin, le vainqueur. Alors là, j'en ai choisi 5 pour vous les lister, et on va finir sur, pour moi, l'équipe qui a le plus de chances de remporter cet Euro, même si c'est très indécis, et la réalité c'est que j'en sais rien du tout, c'est toujours bon de le rappeler. Mais le vainqueur, du coup, pour parler de l'Angleterre d'abord, un énorme réservoir fourni de plein de joueurs créatifs. Moi j'ai hâte de voir les matchs de l'Angleterre, je pense que ça peut être super sympa. Mais maintenant il y a une énorme dépendance sur quelques pièces à peine, Maguire, Kane, c'est un peu dangereux. Le poste de gardien n'est pas très rassurant, Southgate n'est pas un super tacticien, ça aussi c'est peut-être un euphémisme. Et la Coupe du Monde 2018 sur laquelle on peut fonder quelques espoirs, ce dernier carré, Football's Coming Home, tout ça, ça doit pas faire oublier que niveau jeu, niveau production offensive, c'était un peu compliqué. Beaucoup de buts marqués sur coup de pied arrêté, du mal à se procurer des occasions, à les convertir. Attention à cette illusion. Maintenant le gros côté positif, c'est bien sûr tous les matchs qui seront joués à Wembley, déjà les matchs de groupe et puis ensuite la demi-finale, la finale potentiellement. Ouais, si l'Angleterre remporte le tournoi, je peux pas dire que je serais absolument surpris, je les mettrai pas dans mon équipe déception, je pense que c'est aller peut-être un cran trop loin de dire ça, mais j'en sais rien du tout encore. Alors ensuite j'ai voulu parler de l'Espagne qui m'intrigue beaucoup, gros remue-ménage autour de l'Espagne ces derniers jours pour plein de raisons, la liste de Luis Enrique qui a fait beaucoup parler, pas de Sergio Ramos, pas de joueur du Real Madrid, je pense que Luis Enrique lui-même ne connaît pas encore son meilleur 11, même au poste de gardien, est-ce que ce sera Unai Simon? On l'avait évoqué dans le cadre de l'épisode de retour consacré à l'Espagne, pas super rassurant j'ai trouvé sur les derniers matchs. Est-ce que ce sera De Gea qui lui non plus bénéficie pas d'un énorme capital confiance? Voilà, quand tu es encore assez indécis sur ton poste de gardien, je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, mais en tout cas c'est assez symbolique d'où est l'Espagne en ce moment. Il y a aussi eu le forfait très récent de Sergio Busquets pour cause de Covid, en tout cas sur les premiers matchs. Ça rebat un peu les cartes dans l'entrejeu, assez peu de certitude. Maintenant, je pense qu'il y a de bons points. Ferran Torres déjà. Cette charnière Pau Torres et Aymeric Laporte qui m'intrigue beaucoup mais assez positivement, que je trouve très technique, de gaucher, de bonne qualité de relance, et ça s'inscrit assez bien dans le projet de cette Espagne qui émarge à 80% de possession, une Espagne très centrée possession. Ils ont un bon groupe, et pas le pire parcours potentiellement aussi, donc je pense que les quarts de finale c'est très envisageable pour l'Espagne. Luis Enrique c'est un bon coach, avoir un bon entraîneur, un bon sélectionneur, c'est forcément un gros point positif. Ça me semble pas assez pour les voir remporter l'Euro en tant que nation numéro 1, c'est pas pour moi le favori, mais il fallait en dire quand même quelques mots. Donc voilà pour l'Espagne. Le Portugal maintenant, que je vois au-dessus de l'Espagne, on est un peu sur un ordre croissant ici, de force, d'importance. Le Portugal, une foule de richesses qu'on avait bien évoquées, les 4 fantastiques, Bernardo Silva, João Félix, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, mais aussi Diogo Jota sur l'aile, aussi Ruben Dias derrière, peut-être la meilleure paire de latéraux du tournoi, avec Guerreiro et Cancelo, des remplaçants qui arrivent en forme, peut-être au meilleur niveau de leur carrière, Renato Sanchez, André Silva qui sort d'une saison exceptionnelle à Francfort. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les joueurs du Sporting aussi, Poté, Nuno Mendes, João Palhinha. Maintenant, il manque la formule collective, il manque la complémentarité des profils, peut-être sur la zone offensive. Je pense que là aussi, on est sur un gros réservoir individuel, mais collectivement, de ce qu'on voit pour l'instant, c'est pas super brillant, ça fonctionne beaucoup par centre, et c'est pas super enthousiasmant. En 2016, le Portugal avait triomphé sur un mode un peu plus restrictif. Est-ce que Fernando Santos est capable de créer aujourd'hui un cocktail différent? Voilà, c'est la raison pour lesquelles je ne fais pas du Portugal mon favori absolu pour cet Euro, mais je les porte en haute estime quand même, je les mettrai top 3. Et en top 2 maintenant, la France. Alors, ça va peut-être décevoir, mais je pense que ce qu'on a vu de la France pour l'instant, c'est de très grosses forces, elle me semble assez visible et évidente. Et en même temps, on n'a pas assez bien cerné ses faiblesses. Je me suis dit, je vois de vraies forces, mais j'ai peur de lui découvrir de grosses faiblesses qu'on a pour l'instant assez peu entreaperçues sur les matchs de préparation. J'ai peur de lui découvrir de grosses faiblesses, notamment sur la phase sans ballon, qui a été très peu travaillée contre le pays de Galles à 10, contre cette Bulgarie extrêmement faible. Des petites choses qu'on a vues, je pense qu'il va y avoir des grosses poches d'espace à exploiter. Je pense que ce pressing a peu de chances d'aboutir, qu'il peut être battu sur les côtés aussi. Donc ça me fait un peu peur.
Forcément, tu arrives avec un nouveau système, avec pas mal de nouveautés. La nouveauté, c'est important pour un champion du monde, important de réussir à se renouveler, mais ce changement de système, on va dire, est une grosse inconnue. Il y a la petite friction récemment, Giroud-Mbappé. Alors je sais pas si elle est symbolique de quelque chose d'un petit peu plus large, mais c'est jamais super rassurant. La sortie sur blessure de Karim Benzema, peut-être que c'est juste la tension du tournoi qui arrive et qui affecte mon niveau d'optimisme, peut-être que je me réfugie quelque part dans ce pessimisme, mais j'ai une petite crainte sur l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a un groupe compliqué, des déplacements périlleux aussi, non seulement sur la force relative des adversaires, mais jouer l'Allemagne à Munich et la Hongrie à Budapest, c'est pas le meilleur scénario. Après, on relativise aussi en se disant qu'il y a quand même beaucoup de qualités individuelles, peut-être que la France sera collectivement pas hyper séduisante, peut-être qu'elle aura des lacunes, mais elle n'est pas obligée de dominer l'entièreté du match pour s'imposer. Quand on voit le niveau aujourd'hui de Paul Pogba, quand on l'a vu contre la Bulgarie, quand on voit le niveau aujourd'hui d'N'Golo Kanté, même d'Antoine Griezmann, qui me semble arriver avec un haut niveau de confiance, et c'est à la fois sur leur niveau technique, mais aussi leur niveau physique. On a un groupe qui arrive en grande forme. Si avec Benzema, ça clique, ça marche, Benzema qui sort d'une énorme saison aussi, voilà. Fondamentalement, on a quand même une très très belle équipe, et si l'équipe de France remporte l'Euro, je pense pas que ce serait une surprise, ça reste aux yeux de beaucoup le favori numéro 1. Mais voilà, je nourris cette petite inquiétude, cette petite réserve, que j'ai déjà bien explicité dans la dernière vidéo, donc je reviens pas exhaustivement dessus. Mais c'est ce qui m'empêche de la mettre numéro 1 et vainqueur sur ce petit tableau. Mon numéro 1, c'est donc l'Italie. Alors plein de choses, Verratti qui devrait être remis pour le match d'ouverture, un superbe entrejeu quand on le combine à Jorginho, à Barella, grosse domination, grosse maîtrise technique dans cette zone du côté de l'Italie, et même je trouve les côtés assez bien animés, avec Chiesa, avec Insigne qui arrive en forme. Voilà, ça c'est de très très bonnes choses. Pour cette Italie, une équipe qui a bien travaillé sous Roberto Mancini, qui est impressionnante vraiment par séquence, peut-être la nation avec le plus de certitude collective, un bon état d'esprit aussi qui me semble régner au sein de la squadra Azzurra, c'est Bonucci qui en a parlé récemment, il évoque le fait que le groupe vit bien, mais mieux qu'avant aussi, avec moins de pression placée autour de cette sélection, avec pas vraiment de polémique qui entoure cette fois le groupe italien. Voilà, c'est quelque chose qu'il a noté vraiment explicitement, et une équipe qui arrive avec ce haut niveau de confiance et ce haut niveau de sérénité, ça me semble être un bon point. Maintenant, il y a des points faibles aussi, forcément. Le 9, on en a parlé dans la dernière vidéo, la charnière qui est assez vieillissante, même si l'Italie n'a pas encaissé de but sur les 6 derniers matchs, je crois que c'est ça, je suis pas ultra rassuré par ce duo Chiellini-Bonucci. Si Bastoni joue, ce serait différent, mais si c'est Acerbi ou Toloi, voilà, pas rassuré non plus. Ça l'empêche de figurer pour beaucoup d'observateurs parmi les favoris absolus. Peut-être qu'il y a un banc qui a un poil limité aussi, notamment au niveau du secteur offensif. Maintenant, ils vont jouer tous leurs matchs de groupe à la maison, et s'ils terminent premiers, ils ont vraiment une belle partie de tableau. Moi, je les mets favoris ici parce que pour moi, ça récompense l'équipe qui arrive avec le plus de certitude collective. Peut-être que c'est pas ça qu'il faut pour gagner une compétition internationale, peut-être que l'équipe de France reste de ce point de vue-là favorite, mais voilà, cette Italie me semble assez séduisante, et je pense qu'elle ferait un beau vainqueur aussi. Donc voilà en gros pour ce tour d'horizon très rapide, honnêtement c'est surtout un prétexte pour parler des différentes nations. Si vous voulez transformer ces quelques réflexions en action, vous pouvez le faire sur BetClick, vous avez 200 € offerts, où vous avez votre premier pari remboursé à hauteur de 200 € en free bet, avec le code promo Willou. Si vous utilisez le code promo Willou, vous accédez à ce bonus de bienvenue, et je touche aussi une très belle commission à chaque utilisation, n'hésitez pas. Très bonne manière de soutenir la chaîne. Et si vous cherchez des paris du coup, pourquoi pas le double chance France vainqueur ou Italie vainqueur, c'est à 3,75, ou sinon on a la Turquie en quart à 3,50, c'est des petites choses que je me suis notées, parmi d'autres éventualités. Voilà en gros pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous faire ce petit récap avant de se lancer. Si vous voulez quelque chose de plus travaillé, de plus fourni encore, n'hésitez pas à aller regarder les épisodes de retour, ils sont là pour ça. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, toujours autant, donc n'hésitez pas. On se retrouve aussi sur YouTube tous les matins à 7 h pour parler des matchs de la veille et pour parler des matchs du jour qui arrivent, tous les matins à 7 h pendant un mois. Gros programme, j'ai tellement hâte. Donc si vous voulez pas rater ça, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, on est quasiment à 400 000, peut-être qu'on le sera au moment où la vidéo sera publiée. Mais voilà, on est très proche, on devrait arriver à 400 000 le jour de l'Euro. Donc si vous n'êtes pas abonné, que vous regardez régulièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire aussi. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour vivre cet Euro ensemble, ça va être génial. Je suis tellement content qu'on y soit arrivé, on est enfin là. Et avec le retour du public dans les stades aussi, ça va être fou. Donc merci à vous pour votre soutien, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, soirée, prenez soin de vous et bon Euro qui démarre. On se dit à bientôt, bisous.